Si le monde entier était privé d'électricité et d'internet pendant 2 ans, à quoi ressemblerait votre vie? Les téléphones et les ordinateurs ne pourraient plus s'allumer. Les voitures deviendraient de simples carcasses de métal. Tout ce qui fonctionne à l'électricité cesserait de marcher, et la société reculerait de 200 ans. Seriez-vous capable de survivre dans de telles conditions? Avant que cette panne mondiale ne survienne, Jacques vivait dans une famille ordinaire d'une grande ville. Son père était un cadre supérieur travaillant dans un immeuble de bureau. Sa mère était une femme au foyer à plein temps, et ils avaient 2 enfants scolarisés. Leur fils passait ses journées à jouer sur l'ordinateur, tandis que leur fille était rivée à son téléphone du matin au soir. Jacques, lui, n'était pas particulièrement attiré par ces écrans. Mais après le travail, il regardait systématiquement la télévision. Quand sa femme lui demandait de l'aider à couper des légumes, il se contentait de tourner la tête, puis refusait par habitude. Chacun était absorbé par son propre univers numérique, et tous s'étaient accoutumés à ce mode de vie. Un matin, Jacques se réveilla et remarqua que son réveil ne sonnait pas. Ils découvrirent que non seulement l'électricité était coupée, mais que leur téléphone ne pouvait même plus s'allumer. Pensant à une simple panne temporaire, ils ne se doutaient pas que, à partir de ce jour, l'électricité venait de disparaître pour de bon. En sortant de chez eux, ils constatèrent que l'ascenseur était hors service, les obligeant à descendre les escaliers. Le métro était à l'arrêt, et toutes les voitures dans la rue refusaient de démarrer. Jacques dut marcher jusqu'à son bureau, mais en arrivant, il trouva les portes de l'immeuble verrouillées. Ses collègues n'eurent d'autre choix que de briser les vitres pour entrer. Mais une fois dans les bureaux, ils réalisèrent que tous les ordinateurs étaient inutilisables. À l'école, de nombreux professeurs étaient en retard, poussant l'administration à transformer le premier cours en heure d'études. Pendant ce temps, les supermarchés étaient pris d'assaut, et seules les personnes possédant de l'argent liquide pouvaient passer en caisse. Les bougies, autrefois ignorées, devinrent soudain un produit de première nécessité. Les gens commencèrent aussi à stocker de l'eau, ressentant peu à peu une inquiétude croissante. Jacques et ses collègues attendirent jusqu'au soir, mais leur patron finit par les renvoyer chez eux plus tôt. Sur le chemin du retour, Jacques passa devant un magasin de vélos, et, face à la demande exponentielle, il dut payer 2 fois le prix habituel pour s'en procurer un. Le soir venu, toute la famille se réunit autour d'un dîner éclairé à la bougie, privés de leurs écrans. Les enfants restèrent inhabituellement silencieux, mais lorsque sa femme se rendit sur le balcon, elle remarqua quelque chose d'étrange dans le ciel nocturne. Intriguée, elle appela son mari et ses enfants. Sous leurs yeux ébahis, des myriades d'étoiles scintillaient aux côtés d'une voie lactée éclatante. L'absence totale d'éclairage urbain permettait enfin aux astres d'illuminer la nuit. Le 3e jour, les distributeurs automatiques de billets cessèrent de fonctionner. Les stations d'épuration de l'eau commencèrent à fermer progressivement, et l'accès à l'eau potable devint un véritable défi. Le patron de Jacques prit alors une décision radicale: fermer son entreprise et quitter la ville avec sa famille, pour trouver un endroit où l'eau était accessible. Une semaine plus tard, tous les supermarchés étaient vides. Les écoles avaient suspendu leurs cours pour une durée indéterminée, et rester en ville signifiait risquer la famine. De plus en plus de citadins décidèrent de fuir. Jacques n'avait ni parents en province, ni maison dans une petite ville. Sa famille prit la décision de se réfugier chez le père de son épouse. Ils rassemblèrent leurs affaires, puis enfourchèrent les 3 vélos familiaux, entamant ainsi un long périple vers le sud, à la recherche d'un nouvel espoir de survie.